cher Simon, on est en tête-à-tête pour l'extra. On débute avec Elliott Félix. Vous dites que le CH ne repêchera pas avec son choix de première ronde cette année. Évidemment, tout dépend du retour, mais en ayant déjà échangé 2 choix de première ronde pour Dobson, est-ce que le Canadien ne répéterait-il pas la même erreur que les Pingouins ou les Leafs, par exemple, qui échangeraient tous leurs choix de première ronde à outrance, leur permettant mal de se renouveler comparativement aux Capitals qui ont mieux fait à ce niveau? Je pense que c'est une question qui est très légitime à laquelle qu'on peut se poser. Moi, j'ai une réponse. Je vais nuancer peut-être l'idée d'échanger tous les choix de première ronde. C'est-à-dire, Toronto et Pittsburgh ont souvent échangé ces choix-là pour des joueurs de location souvent plus âgés, qui n'ont joué qu'une poignée de matchs avec l'équipe et puis qui finalement, en série, les ont amenés à nulle part. Surtout Toronto. Pittsburgh a quand même gagné des coupes. Et je pense que dans le cas de Dobson, c'est vraiment un échange à long terme. Alors, au lieu de repêcher, mettons, 2 joueurs de 18 ans, on a décidé d'aller en chercher un joueur de 25 ans établi qu'on a signé ensuite pour 8 ans. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment la définition de ce que les Leafs, par exemple, ont fait. Mais si le Canadien commençait à échanger ses choix à tous les mois de mars pour aller chercher des joueurs qui vont jouer 14 parties avec l'équipe, puis après ça, bye-bye au mois de juillet, là, je me poserais des questions. Mais pour le moment, c'est pas problématique. Voyons qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, j'imagine qu'ils vont échanger leur premier choix cette année, 28e choix, mais je serais surpris que ce choix-là soit échangé pour un joueur de 32 ans qui en a pour un an à un an de contrat. Demandons à Vegas voir s'ils ont besoin de leur premier choix. Ah, ça, c'est un bon point, Pag. C'est un bon point. Vois-tu, pour un Toronto, il y a un Vegas. Ouais. Mais Vegas, si tu remarques, les premiers choix qu'ils ont échangés, souvent étaient dans le but d'aller chercher des joueurs qu'ils ont re-signés. Ouais. Il y a eu Thomas Hertel, par exemple. Il y a eu Jack Eichel. Tu sais, les premiers choix qui ont été échangés, en général, l'ont été pour des gars qui sont encore là ou au moins qui ont joué un bon bout de temps avec l'équipe. Je pense que son point de tranche d'âge, là, c'est oui, c'est la tranche d'âge. Oui. Pedro, 18. Question pour Snake. En voyant le jeu de Taylor Hall, je me souviens qu'il y avait un gros débat lors de son année de repêchage entre lui et Tyler Seguin pour le premier rang. Mm-hmm. Je me souviens d'avoir été surpris que l'ailier soit sélectionné avant le joueur de centre. 16 ans plus tard, ma question est la suivante. Qui avais-tu en premier sur ta liste et selon toi, qui a eu la meilleure carrière jusqu'à maintenant? OK. La première réponse, elle est facile. C'était Tyler Seguin que j'avais sur ma liste. Et j'avais Jeff Skinner deuxième, comme je viens de mentionner dans l'épisode régulier. Et j'avais Taylor Hall ensuite. À ce moment-là, oui, c'était Taylor ou Tyler. Tyler Seguin était un peu plus jeune et il était un joueur de centre. Taylor Hall, c'était un late qui jouait à l'aile. Mais Taylor Hall était pas mal connu dans les milieux de hockey depuis une couple d'années. Il jouait pour Windsor, Coupe Memorial. Tyler Seguin, finalement, il a été connu seulement à sa saison de 17 ans. Fait que c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup qui se disaient, ben voyons non, c'est Taylor Hall. La meilleure carrière, je n'ai pas pour commenter ceux qui ont vu les carrières des deux joueurs dans la section commentaires. C'est un petit peu embêtant parce que Taylor Hall a quand même eu des grosses saisons, dont une saison de Trophée Hart, ce que Seguin n'a pas eu. Seguin a été pas mal blessé, mais Taylor Hall aussi. Seguin ne s'est pas tellement promené, il a fait 2 équipes seulement. Taylor Hall a fait une collection d'équipes. Puis là, il ressuscite toujours en quelque part, comme en Caroline cette année. Je pense que Seguin a eu la meilleure carrière. Sauf si Hall gagne la Coupe cette année, est-ce que... Ben, garde, on va attendre que les 2 carrières soient finies. Ça se peut que dans 3-4 ans, je te dise plus la même chose. Mais à venir jusqu'en 2026, je te dirais que j'ai une légère préférence pour Tyler Seguin. Je comprends. Mathieu Belchambert. Mathieu Belchambert. Question pour Mathias. Bon, il n'est pas là, mais peut-être on va essayer des réponses. Tu as mentionné que les Blackhawks doivent commencer à monter au classement, mais en étant dans une division forte où il y a des clubs titans tels Dallas, Colorado et Minnesota, des bons clubs comme Utah et Winnipeg, Chicago ne serait pas mieux de conserver une attitude passive et accumuler les bons espoirs? La division est trop forte présentement. Oui, c'est un bon point, ça, Mathieu. Je vais te donner ma réponse, puis je vais essayer de te donner une réponse que Mathias aurait pu donner. Ouais. En fait, non. Je vais te dire que Mathias, il aime vraiment pas les Blackhawks de Chicago. mais je parle pas aimer, là, c'est pas un hater, là, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire dans le sens que lui, il n'est pas impressionné par la reconstruction des Blackhawks autant qu'il peut l'être par celle des Ducks, des Canadiens ou des Sharks. Moi, je pense que la reconstruction des Blackhawks, elle est un petit peu en arrière dû au fait qu'ils ont vraiment vidé l'équipe. Ils ont même échangé à l'époque des gars comme Brendan Eagle, Kirby Dach et Alex DeBrincat qui étaient de moins de 25 ans.
Fait que c'est sûr que ça va être plus long. Regarde, maintenez le cap, Chicago. Maintenez le cap. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné qu'il pèse sur le gaz un peu? Peut-être. Mais regarde, ils vont avoir le quatrième choix cette année. Ils vont aller chercher un autre joueur. Anton Frandel va arriver. Les défenseurs se développent tranquillement. Il n'y a pas de presse parce que oui, c'est vrai, la division est très forte, mais est-ce que Dallas et Colorado vont maintenir ce rythme-là encore pendant des années et des années? Peut-être pas. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une relève. Puis Utah et Chicago pourraient faire partie de ça. Alors, non, maintenez le cap, puis pas de niaiserie. Richard Mousseau. Souvent, on salue le jeu d'un joueur qui ralentit le jeu, mais on critique le joueur qui ne joue pas avec le bon pace. Comment peut-on différencier les deux? Et merci, si vous pouvez me donner un exemple de joueur pour chaque situation. Ça, c'est bon, ça. Et j'espère que je vais bien l'expliquer. Si je ne l'explique pas bien, vous me le direz, Richard, puis on recommencera la prochaine fois. On en parlera à Mathias. Un joueur qui ralentit le jeu, habituellement, c'est un joueur qui va contrôler le jeu. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est Evgeny Malkin. Ouais. Evgeny Malkin, c'est pas un gars qui traîne son piano, c'est juste un gars qui choisit de jouer à ce rythme-là. C'est très cérébral, c'est très stratégique. On dirait que c'est un jeu d'échecs avec lui. Suzuki en entrée de zone plus proche de nous. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est un gars qui ralentit le jeu. Tandis qu'un gars qui n'a pas un bon pace, autrement dit, qui n'a pas un bon rythme, c'est un gars qui n'est pas capable de suivre le jeu. Ouais. Alors, regarde, je ne sais pas quel exemple vous donner, mais la majorité des gars qui ne font pas la Ligue nationale, surtout les gros joueurs, c'est à cause de ça. Ils ne sont pas capables de suivre. Et c'est un questionnement qu'on a dans le junior quand on voit surtout les gros joueurs pas très rapides. Est-ce qu'ils vont être capables de suivre? Tandis que les Malkin, les Suzuki, c'est eux qui contrôlent le jeu. Les autres, c'est plus des suiveux. Ouais. Fait que si tu ne peux pas suivre le jeu, ben, si tu le crées pas puis que tu peux pas le suivre, tu vas jouer où? Puis je pense qu'il y a une nuance dans plus capable de suivre, genre Gallagher parce qu'il est trop abîmé, ou un joueur qui n'a pas l'exécution assez rapide. En effet, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Fait qu'on pourrait creuser davantage, mais ça donne quand même une bonne idée. Ça donne une bonne idée, je pense. Sinon, Richard, dites-le-nous, puis on va en reparler la semaine prochaine. Louis Tremblay-Poitras. Messieurs, si vous pouviez choisir n'importe quel poste de direction dans le sport professionnel en date d'aujourd'hui, lequel choisiriez-vous? As-tu une idée, toi? Je pense que j'ai une idée, mais j'aimerais ça t'entendre. Entraîneur des gardiens, mais pas comme être sur la glace puis entraîner le gardien pour chacun des mouvements. Faire de la vidéo? Ouais, j'aimerais même plus avoir un big picture ou plus analyser les tendances ou les façons de faire. J'ai un esprit un peu plus analytique dans ce sens. Que de simplement arriver sur la glace puis de dire OK, fait que ça prendrait 2 coachs de gardiens dans l'équipe. Oui, okay. Probablement. Fait que tu ferais péter le budget du coaching. Moi, c'est simple, c'est recruteur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Ça serait ça mon poste. Et je vais peut-être vous surprendre avec un deuxième poste. Je dis pas que j'ai les compétences pour le faire, mais je dis que j'aurais eu l'intérêt pour le faire. Coordonnateur offensif dans la NFL. Oh, OK. Planifier les stratégies de jeu. Tu sais, quand on jouait dans le cours, là, c'était toujours moi qui faisais le dessin par terre sur la roche, là, ou dans notre main, ou en tout cas, peu importe, c'est toujours moi qui faisais le jeu. Alors ça, c'est une position que... Ça, c'est probablement le deuxième poste préféré, mais recruteur dans le football, jamais de la vie. Trop difficile à prédire. Ben, en fait, c'est difficile au hockey aussi, là. Mais je te dirais que je suis plus confortable, je suis plus à l'aise de faire des analyses de joueurs juniors de hockey que des joueurs collégiaux de football. François Poirier. Depuis 1998, mon équipe a été les Coyotes. Ce qui m'inspire cette question, si vous deviez reconstruire une équipe championne, mais avec comme limitation que vous devez être le plus proche possible du plancher que du plafond, comment feriez-vous? C'est difficile. Pas parce que tu veux gaspiller de l'argent sur tes agents libres, parce qu'on le sait que ça ne marche pas, mais il reste quand même qu'à un moment donné, oui, ça a ses limitations d'être proche du plafond, parce que, exemple, on va prendre les Sharks. Bon, ben moi, si je dis, ben moi, je ferais comme les Sharks, je viderais le club puis je repêcherais haut. Ça, c'est correct. Mais, à un moment donné, quand ton club est prêt à gagner, ben, les joueurs sont rendus à leur deuxième contrat. Fait que si un Macklin Celebrini va te bouffer un 16 millions, puis que le plancher, je ne sais pas, est 80, je pense, ou je ne sais pas trop, je pense 80 ou 85, je pense à 80 ou 85, ben, il en demeure pas moins que là, tu as moins de marge de manœuvre que l'équipe
qui peut aller jusqu'au plafond qui est de 104. Fait que comment je procéderais? Ben, c'est sûr que j'essaierais, premièrement, d'avoir un certain nombre de joueurs encore sur leur premier contrat, donc axer le repêchage, mais on sait très bien que trop de joueurs avec un premier contrat, tu ne gagneras pas la Coupe cette année avec ça. Mais j'essaierais de trouver probablement donner des contrats à court terme à des bons joueurs de soutien qui me coûteraient 1, 2, 3 millions de dollars, puis que je parierais sur le fait que les gars vont tout donner pour leur prochain contrat. Alors, ça serait probablement un constant renouvellement parce que payer tes joueurs vedettes, tu t'en sors pas. Non. Fait que non, tu t'en vas pas te garocher pour signer un agent libre à 12 millions, comme Toronto, mettons, a fait avec John Tavares, ou Vegas a fait avec Marner. Mais tu t'en sors pas. T'sais, si t'es San Jose, il faut que tu gardes Celebrini. Il faut probablement que tu gardes Michael Misa éventuellement. Fait que, mais si t'es capable. Mais à ce moment-là, est-ce qu'un Kiefer Sherwood à 5,75, c'est peut-être un peu trop pour une équipe sur un budget? Probablement. Pour répondre, la limite basse pour l'an prochain, c'est 76,9 millions. 76. Ouais. Alors, si on me dit, mettons, le propriétaire me dit, tu ne dépasses pas 80, regarde, je peux le faire pendant quelques années, mais à un moment donné, je vais être limité, puis il va peut-être me manquer un joueur ou deux pour gagner la coupe. Ça te prend des joueurs comme Price qui coûtaient moins cher en carrière, mais leur cap hit était plus haut, tu sais. Ou un Gallagher l'année prochaine qui sont... Oui, ça dépend du... Oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend du budget du proprio, parce que c'est sûr que la moyenne salariale, à un moment donné, peut être plus élevée que le vrai salaire payé aux joueurs. C'est vrai que Gallagher ne coûtera pas cher l'an prochain, je pense. Je ne sais pas combien. Mais son hit va être à 6 points. C'est ça. Ouais. Il va être à 6,5 sur le plafond, mais il va coûter beaucoup moins cher en salaire. Fait que je pense que ça, tu soulignes un bon point, Pag. Je pense que c'est le genre de joueur que tu dois aller chercher. Fait que, et Arizona faisait ça. Ouais. Ils allaient chercher beaucoup de joueurs dans cette situation-là, ce qui fait que la vraie liste de paix, d'Arizona était même inférieure au plancher. Ouais. Serpent en sonnette 17. Coudon. Je voudrais savoir en quoi Xavier Villeneuve et Lane Hudson sont-ils différents. Au même âge, est-ce qu'il y en a un qui est en avant de l'autre au niveau de son développement? Quel est son plateau offensif et pourquoi, même si parmi Lane et Cole au cours des dernières années, les fameuses listes le placent entre 20 et 35 pour joueur? J'imagine aussi que, pour son développement, le fait de jouer à Boston University l'an prochain sera favorable et c'est là qu'il pourrait encore plus faire exploser son rang de sélection. Xavier Villeneuve, c'est un joueur qui... C'est très difficile de prédire où est-ce qu'il va repêcher. Et je vais te dire pourquoi. Moi, je crois qu'il y a des équipes qui l'ont probablement assez haut, 10, 12 peut-être. Mais il y a peut-être des équipes aussi qui l'ont 35-40. Fait que ça dépend qui va repêcher à quel moment. Fait que pour moi, j'ai aucune idée à quel rang il va être repêché. Les listes publiques, oui, en général, l'ont dans la vingtaine. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Bien, c'est sûr que Xavier Villeneuve, si Lane Hudson et Cole Hudson, dans une moindre mesure, n'avaient pas existé, Xavier Villeneuve, on parlerait probablement de lui comme un choix, un peu comme on parlait de Sam Girard. Un choix de deuxième ronde. Ouais. Mi-fin de deuxième ronde. Maintenant, avec Lane et Cole, là, on parle de lui comme un possible choix de première ronde. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je pense que Xavier Villeneuve, il y a beaucoup de caractéristiques où il ressemble à Lane Hudson quand tu le vois jouer. Est-ce qu'il est aussi bon que Lane Hudson au même âge? Je te dirais que non. Est-ce qu'aller à Boston University, ça va beaucoup l'aider? La réponse est oui. C'est dommage pour la Ligue de hockey junior maritime Québec qui va perdre un bon joueur de 19 ans, mais les règlements fonctionnent comme ça maintenant. Regarde, j'ai de la misère à prédire son avenir parce que comme tous les défenseurs peut-être de moindre taille, quoiqu'il y a 5 pieds 11, mais c'est pas un très gros joueur, les défenseurs de cette catégorie-là, c'est qu'il y en a beaucoup que ça ne marche pas. Puis c'est difficile d'arriver et de dire pourquoi lui ça a marché puis lui ça n'a pas marché. Mais il y a quand même un talent qui est au-dessus de la moyenne. Alors, si tu me demandes de faire une prédiction, je te dirais que oui, ça va marcher pour Xavier Villeneuve. Je pense qu'il va devenir... Regarde, s'il y avait une carrière à la Sam Girard, ça serait très bien. Ben oui. Est-ce qu'il y a un plafond plus élevé que Sam Girard? Je pense que oui. Mais est-ce qu'il va atteindre ce plafond-là? Je ne sais pas. Mais au même âge, Hudson est en avance. Alexandre Les deux Hudson, en fait. Les deux Hudson. Oui. Alexandre Vallée.
On entend tout le temps que l'avantage de la glace est un facteur déterminant en série, mais le Canadien, cette année, c'est seulement 2 victoires en 8 matchs à domicile. Est-ce que l'avantage de la glace serait finalement surévalué? Et comment expliquer que le CH performe autant mieux à l'étranger? Alexandre, j'ai passé votre question, mais honnêtement, pour moi, c'est très mystérieux. À Montréal, il y a une foule qui est survoltée. Donc, ça devrait être très intimidant pour l'adversaire. Est-ce que ça met plus de pression sur les joueurs? Est-ce qu'ils sont plus relax à l'étranger? Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait poser la question à des joueurs de la Ligue nationale, des anciens joueurs de la Ligue nationale, pourquoi des fois ça n'a pas tant d'importance que ça. Est-ce que les joueurs, finalement, ils ont des œillères, puis ils jouent leur game, puis ça donne que le Canadien, à domicile, gagne moins? Regarde, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que le Canadien, en général, même cette année, a été... je trouve qu'ils ont perdu beaucoup de matchs au Centre Bell qu'on croyait qu'ils gagneraient. Mais oui. Hein, tu regardes ça, tu dis, mon Dieu, le Canadien s'est fait battre à soir. Puis ils arrivaient à l'étranger, puis ils allaient battre Vegas. Oui. Tu sais? Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais alors, j'ai pas la réponse. D'autant plus de l'avantage du dernier changement et tout ça. En plus. Mais ça peut faire mal paraître un coach, d'ailleurs. Oui, et voilà. Hugo Hamel. Salut Simon. Considérant que la LNH évolue en fonction des styles de jeu prédominants et du cadre réglementaire, à l'exception des joueurs générationnels et de grands talents, comment ton analyse des autres espoirs et de tes cartes cachées a-t-elle changé dans les 4 dernières années, dans les 4 dernières grandes ères de la Ligue? Ouais. Qu'est-ce qui a déjà été important, mais ce n'est plus et vice-versa? Oh, je pense que oui, la Ligue nationale a énormément changé, mais d'une époque à l'autre, on s'adapte sans s'en rendre compte. Tu sais, lorsqu'on retourne voir des vieux matchs aujourd'hui, des années 70, par exemple, quand j'ai commencé à suivre le hockey, ben, je vois des choses aujourd'hui que je ne voyais pas à l'époque. Exemple, les joueurs qui rentraient en zone adverse et qui avaient un super lancer frappé. Je ne parle pas juste de Guy Lafleur, il y en avait beaucoup d'autres qui avaient un bon lancer frappé et souvent ça passait. Pourquoi ça passait? Gardien de but, moins de technique, moins d'équipement, moins bien positionné. Alors, tu pouvais espérer aujourd'hui un joueur qui rentre en zone adverse, il sait que s'il fait un lancer frappé, le gros bonhomme Michelin va l'arrêter, oui. Puis finalement, il a juste gaspillé un lancer. C'est ça. Bon, puis il redonne la rondelle à l'adversaire. Alors, sur le moment même, on ne s'en rend pas compte. Mais lorsqu'on reflète là-dessus, moi, je te dirais qu'en général, ça n'a pas changé. En général, j'ai toujours aimé le coup de patin. J'ai toujours aimé les joueurs qui étaient électrisants, qui avaient des belles feintes. Ça, il y en a toujours eu. J'ai toujours aimé les joueurs qui étaient hargneux, mais hargneux avec du talent. Ouais. Pas juste hargneux, juste pour dire que tu te garoches partout. Puis, les joueurs qui anticipent bien le jeu. Alors ça, il y en a un à toutes les époques. Il y en a encore. Fait que je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui est plus ou moins important. Parce que le hockey, dans le fond, il a changé, mais il n'a pas vraiment changé. Tu sais, si tu regardes, tu as toujours des 3e, 4e trios à l'époque des grandes années du Canadien. Tu avais des 3e, 4e trios qui étaient hargneux, qui étaient capables de marquer des buts. Ça peut se comparer, toute proportion gardée, aux joueurs qu'on a vus des Hurricanes de la Caroline. Les vedettes, c'était des vedettes. C'était des gars qui patinaient, qui déjouaient des joueurs, qui faisaient des belles passes. Fait que non, l'évaluation pour moi est toujours la même. La ligne rouge, ça doit être le plus gros changement en termes de vitesse. Oui, mais combien de fois dans un match les joueurs prennent vraiment avantage de ça? Il faudrait le compter. Oui, t'as raison. J'ai pas la réponse, là. Mais il faudrait le compter à un moment donné de dire la ligne rouge qui n'est pas là, ça a aidé. La ligne rouge qui n'est pas là, ça a aidé. Parce que l'autre équipe veut maintenant tuer la zone neutre, ce qu'il avait moins besoin de faire avant. Exactement, exactement. Mais individuellement, je pense que les choses n'ont pas tellement changé. La seule chose, mettons, on parlait à l'époque, il y a 30 ans, 25-30 ans, la fameuse trappe de Jacques Lemaire, des Devils du New Jersey, qui était absolument étouffante. Bien, tu avais beau avoir les joueurs les plus talentueux, tu te faisais étouffer. Alors, comment tu contrais ça? Est-ce que tu contrais ça par plus de talent ou tu contrais ça par jouer la même trappe qu'eux autres? Ouais. C'est pour ça que je suis curieux de voir Vegas-Caroline en finale parce que oui, bon, ils ne jouent pas la trappe, mais ça demeure quand même 2 équipes étouffantes. Fait que j'ai hâte de voir 2 équipes étouffantes l'une contre l'autre. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que généralement, en finale, tu vois des styles de jeu souvent qui sont différents. Mettons, Colorado aurait joué contre Caroline. Ouais. Ça aurait été un peu le jour et la nuit.
Là, tu as deux équipes qui se ressemblent plus. Alors, c'est ça. Moi, non, j'ai pas de... Mais je te dirais, je fais plus attention à certains genres de joueurs. Moi, exemple, les joueurs, je te dirais, moi, qui sont... je fais plus attention aux joueurs qui ont beaucoup de flash, mais que le reste de leur jeu est déficient. Tu ne peux plus t'en tirer dans la LNH, alors que peut-être avant, c'était plus possible. C'est peut-être la seule chose que j'ai changé. Moi, j'aimais des Russes comme Nikolai Zerdev, exemple. Ouais. Nikita Filatov. Écoute, ça n'a plus sa place dans la LNH, puis ça, je me suis adapté. Hugo Hamel. On vient de lire. Simon Lerat. Yes. Parlons de Pavel Dorofeyev, un joueur que certains voyaient sortir en fin de première ronde et qui est finalement sorti en troisième ronde pour l'équipe du fils de Snake. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez évalué Dorofeyev comme un dard à lancer ou un no draft? Oh, mon Dieu, je l'aimais bien. Dorofeyev, il est sorti 79e. Moi, c'est un dard que j'aurais probablement lancé. On était en 2019 à l'époque. C'est un dard que j'aurais probablement lancé fin première, début deuxième. C'est un gars que j'avais en haute estime. Je ne sais pas si je le voyais nécessairement comme le marqueur de 35 buts qu'il est devenu. Mais je voyais quand même un gars qui était, il était costaud, il n'avait pas peur et il comptait beaucoup en Ligue junior, dans la MHL. À son année de repêchage, il avait joué un petit peu dans la KHL, mais on sait très bien que les joueurs de 17-18 ans ne jouent pas beaucoup, donc il ne fallait pas se fier à ça. À un moment donné, j'étais un petit peu découragé, par exemple, parce qu'il restait là-bas. Il est arrivé ensuite avec les Silver Knights de Vegas à l'âge de 20 ans. Puis, il a été pas si mal. Fait que là, je me disais, est-ce que ça se peut? Est-ce que Vegas va avoir de la place pour lui? C'est ça qui me décourageait. C'est que Vegas, ils ne gardaient pas leurs espoirs. Est-ce qu'il va être échangé? Puis finalement, il y a 2 ans, il a décollé. Alors, non, je ne suis pas vraiment surpris que ce gars-là soit devenu très bon. Ça donne l'espoir pour Connolly en plus. Le fait que... Oui, en effet, parce que là, on voit qu'à Vegas, ils en ont gardé au moins un. Là. C'est ça. Samuel Maltais. Bonjour à vous deux. Que pensez-vous de l'idée de créer une ligue d'été comme en NBA pour les jeunes espoirs repêchés ou signés comme agents libres pour chaque club de la LNH? Cela rendrait beaucoup plus intéressant l'évaluation qu'un simple camp des recrues qui ne signifie presque rien. En effet, le camp des recrues, on l'a oublié, hein? On a fait notre premier show le lendemain du camp des matchs des recrues ici, au mois de septembre à Cause-Sport. Et puis, je disais à ce moment-là, excitez-vous pas trop quand c'est parce qu'un gars, il a 3 buts, 3 passes, parce que c'est long. Il y a le camp d'entraînement, il y a le début de saison, il y a après les fêtes, il y a après la date limite des échanges, il y a les séries, il y a les demi-finales, il y a la finale. Tu sais, c'est... Alors, c'est sûr que le camp des recrues, non, ça ne signifie pas grand-chose. Est-ce qu'on devrait faire cet exercice-là d'été? Je pense que oui, parce que ça donnerait un petit show estival pour les junkies, on va le dire, du hockey, les mordus du hockey, un peu comme les mordus de la NBA. La seule affaire, il ne faudrait pas qu'ils fassent ce que la NBA fait. C'est-à-dire, la NBA, tout le monde veut voir les 4, 5, 6 premiers choix. Et le problème, souvent, c'est que ces gars-là vont jouer un match dans la Ligue d'été et après ça, pour X, Y, Z raison, on les retire de l'alignement et là, on se retrouve avec des recrues ou qui, en général, ne joueront pas dans l'NBA ou finalement, ça devient un produit moins intéressant. Fait que si on fait ça, oui, je suis d'accord, mais à ce moment-là, si on veut amener, je ne sais pas, moi, cette année, un Ivar Stenberg ou un Gavin McKenna, puis qu'on veut jouer 5 matchs, faites-les jouer les 5 matchs. Ouais. Imagine un Demidov ou Dobesh, s'il avait joué l'été passé, il serait rendu à genre 115 matchs dans leur saison, ça n'aurait pas rapport. Oui, regarde, les gars sont jeunes, sont en forme. On presse le citron. Ouais. Fabien Côté, Hudson, Matheson, Dobson, Reinbacher, Goulet et Carrier. Ça manque pas de robustesse pour faire un excellent top 6? Bien, Fabien, on en a parlé dans l'épisode régulier. Ouais. Moi, je parle toujours de mix. Oui, ça manque de robustesse. J'ai rien contre ces 6 joueurs-là. Ils sont bons. Mais est-ce que nécessairement, en tant que groupe, c'est l'idéal à Montréal pour gagner la Coupe Stanley? Ça, je suis moins sûr. Alors, mais la question est de savoir qui t'échange, qui tu gardes, pour qui tu les échanges, qui tu vas chercher. C'est un art. Et puis, de jongler après tout ça. Puis, on va voir qu'est-ce que Gorton et Hughes en pensent. Parce que, oui, j'ai mes doutes sur la viabilité d'un groupe comme ça pour
gagner la Coupe dans les prochaines années. Harkness Denis. Question pour M. Boisvert. J'aime beaucoup l'idée de value pick, ce qui m'a amené à me poser cette question. Le 9e choix vaut-il plus pour les Panthers selon le choix ou selon le joueur qui sera repêché? Bref, selon tes prédictions, le 9e rang a-t-il une meilleure valeur que le joueur qui sera repêché? C'est une super question. Je me la suis posée, puis j'espère que je vais bien y répondre. Puis, M. Harkness Denis, si je n'y réponds pas bien, revenez la semaine prochaine et réexpliquez-la de façon différente pour que je puisse comprendre. En passant, un value pick, pour les auditeurs qui ne sont pas habitués, un value pick, ce que ça veut dire, c'est que c'est un choix de repêchage qu'au moment où tu choisis le joueur, le rang de sélection est peut-être beaucoup trop bas pour la qualité de joueur en question. Alors, un value pick, par exemple, ça serait David Pastrnak. David Pastrnak, rendu au 25e rang, c'était tout un value pick. Mais est-ce que ça aurait été... est-ce qu'il aurait mérité d'être le premier choix? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, c'est ça l'idée du value pick, c'est au rang de sélection. Est-ce que le gars va surperformer son rang de sélection? Ouais. Alors, le 9e choix, est-ce qu'il vaut plus que le joueur qui sera repêché? Moi, je pense toujours. Ouais. Il vaut toujours plus. Parce que au repêchage, un club, mettons, va appeler avant son choix, va dire « J'ai le 9e choix. Faites-moi des offres. » Il va recevoir des offres, je crois, assez intéressantes de la part des autres équipes. Il fait son choix. Il appelle les mêmes équipes 10 minutes plus tard après avoir fait son choix. Il n'y aura pas les mêmes offres. Ben non. Parce que tout le monde n'a pas la même perception des joueurs. Fait que je pense qu'un choix de repêchage, règle générale, à moins d'être Connor McDavid ou Sidney Crosby, un choix en général va perdre beaucoup de valeur après que le choix a été fait. Fait que pour répondre à la question, oui, le 9e rang a une meilleure valeur selon moi. Denis, si je n'ai pas bien répondu, revenez la semaine prochaine avec plus de précision. C'est comme ça que tu l'avais compris, oui, toi, la absolument. question? Okay. Absolument. Parce que, puis aussi, pour ajouter, je pense que tout le monde a plus confiance en ses propres décisions que envers ou l'espoir du prochain. C'est sûr. C'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'un 9e choix, si tu l'offres, moi, je vais aller chercher un bon joueur. Après ça, tu vois ce que l'équipe fait. Oh, j'aurais jamais pris ce gars-là. C'est ça, exact. C'est ça. Louis Pringle. Question un peu plus légère qui m'a été inspirée par la mention de Vadim Shipachev par le Snake. Est-ce que certains numéros sont vraiment hors limite dans la LNH? Évidemment, on oublie les numéros retirés ici, mais je parle à l'échelle de la Ligue. Exemple, Josh Ho-Sang avec le 66 ou Shipachev le 87 ou encore 98 de Puljujarvi à Edmonton à l'époque. Est-ce que c'est justifié de protéger certains numéros où les amateurs portent une trop grosse attention à ces choses-là? Premièrement, il y a un seul numéro qui est retiré, c'est Wayne Gretzky, le 99. Ouais. Au baseball, il y a le 42, Jackie Robinson. Josh Ho-Sang avait porté le 66 il y a quelques années. Évidemment, qu'un joueur se met beaucoup de pression sur les épaules, le 66, il n'a jamais été reporté après Mario Lemieux, ou peut-être une autre personne, mais en tout cas, c'était un joueur plus obscur. Il ne s'est pas fait des amis en prenant ce numéro-là. Regarde, tu te mets de la pression peut-être pour rien, mais bon. Chacun son choix. Je suis sûr que c'est un numéro qui n'est pas encouragé. On n'encourage pas les joueurs. Si un joueur du Canadien voulait avoir le 66, je ne suis pas sûr que Kent Hughes ne le ferait pas venir dans son bureau pour en discuter. À Montréal, en plus. Bon. Le 98 de Puljujarvi, j'imagine que vous faites référence à Connor Bedard. Je pense que le 98, en ce moment, Connor Bedard, il n'a pas encore établi sa légende dans la LNH. Alors, je pense que ce n'est pas un problème. Mais il y a un numéro, par contre, qui n'est pas pris dans la Ligue nationale pour des raisons évidentes à cause des moqueries qui pourraient s'en suivre. C'est le numéro 69. Ouais. Alors, mais il y a des sports je crois qu'au football, il y a des numéros 69. Mais au hockey, c'est un numéro qui est hors limite. Je vous laisse jaser de ça entre amis. Pourquoi le 69 est hors limite? C'est un show familial. Exactement. Simon, bravo, merci. Bonne semaine. Salut, bye.